beaucoup parlé dans l'arrestation de certains caciques du régime, de beaucoup de milliards. Mais on comprendra surtout que derrière tout ça, il y avait aussi des personnages clés. Donc, l'un des fils d'Ali Bongo qui était déjà promu à la succession, qui devait prendre le trône, bref, qui avait déjà pris le trône. Noureddin Bongo, c'est ce gamin qui, apparemment innocent, ayant exactement le tempérament de Franck Biya, était devenu le bras droit de son père et aussi sa mère étant à côté pour diriger celui qui était devenu un véritable épouvantail. Dans les accusations qui ont été livrées, qui ont été publiées par la junte actuellement au pouvoir, on a donc appris, entre autres, non seulement des détournements, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République en la personne d'Ali Bongo, mais surtout, quelque chose est venu s'ajouter qui n'existe pas souvent dans les coups d'État. C'était trafic de stupéfiants. Et c'est là où ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce qu'on a trouvé des documents à la disposition du fils d'Ali Bongo. Des connaissements des bateaux et aussi une certaine marchandise. Ceci montrait clairement qu'il y avait un véritable réseau de narcotrafiquants. Le fils d'Ali Bongo ne s'est pas fait prier. Noureddin a tout établi, à savoir que c'est de poudre qu'il avait en sa possession et ces documents qui n'étaient jamais, ou alors ces marchandises qui n'étaient jamais déclarées à la douane, étaient aussi avec la complicité de Franck Biya qu'il avait déjà beaucoup appelé. Et là, ça fait bang! Encore Franck Biya dans une affaire de cocaïne, dans une affaire de narcotrafiquants, dans une affaire où justement la communauté internationale est en train de faire les pieds et les mains avec Interpol pour que ces réseaux-là soient annihilés. Je vous ai dit que Franck Biya est quitté de chez lui. Il est parti immédiatement au niveau du palais de Toudi, où il se trouve actuellement. Il a été exfiltré par la garde présidentielle. Mais Biya est déjà au courant de ce qui se passe au Gabon, d'autant plus que dans ces réseaux, lui-même savait que son fils est dedans. Tout le monde connaît ce que Franck a fait aux États-Unis et comment les États-Unis se sont débarrassés de lui de telle sorte qu'ils préfèrent ne plus y mettre pied. C'est une histoire connue de tous avec le fils de Mendozé. Je suis encore venu ici pour vous dire que le 20 mai, Franck Biya était au palais. Et quand il est rentré chez lui, il a pris la poudre et bap, il était par terre. Les pieds, il avait mélangé le champagne et tout. On a dû lui donner le citron, ainsi de suite, dans sa résidence.
consommation, où d'ailleurs tous ces gars-là étaient dedans, en commençant par Ali Bongo. Ali Bongo lui-même, lorsqu'il tombe suite à un AVC, c'est parce qu'il avait pris en overdose. Voilà la cause de son AVC. Franck, lui, depuis, il se ravitaillait en Côte d'Ivoire, auprès d'Ahmed Bakayoko. J'ai fait un direct ici pour le dire. Voilà donc son nom qui sort maintenant au Gabon. Voilà son nom qui sort maintenant au Gabon. On ne l'avait jamais vu avec Noureddine. Comme il est tellement discret, et l'autre est aussi discret, ils se sont dit que les fils à papa qui vont prendre le pouvoir là. Mais c'était le pouvoir des narcotrafiquants. C'était le pouvoir de quoi? C'était les Bob Marley. Vous étiez comment? C'était les Jamaïcains qui devaient... Et même l'autre est aussi dedans. Mahamat Ali. Mahamat Déby. Mais le chef d'orchestre, c'est Franck. Parce que Franck a récupéré le réseau. Après, Ahmed Bakayoko. J'avais dénoncé ici, jusqu'à ce que, un beau jour, dans la nuit du 24 au 25 février, c'était un mercredi, au port d'Abidjan, la gendarmerie, c'était en 2021, la gendarmerie avait saisi 1056 tonnes de cocaïne. Ça venait de la Colombie. Et cette cocaïne était évaluée à 25 milliards. Sauf que quand on le divise en sachets, ça pouvait faire entre 100 et 125 milliards. C'est après des enquêtes qu'on a réussi à aller voir celui à qui toute cette marchandise était souvent adressée. C'était le beau-frère d'Ahmed Bakayoko, qui était alors à l'époque Premier ministre et ministre de la Défense. Bien avant cela, les journalistes canadiens, dans un consortium, avaient déjà dit que la drogue quittait l'Amérique latine et particulièrement la Colombie et transitait par la Côte d'Ivoire. Et là d'ailleurs, ça bénéficiait même de ce qu'on peut dire la protection des hauts cadres, dont un monsieur était général, je crois qu'on l'appelait Youssouf Kouyaté. Et ils étaient en complicité avec Ahmed Bakayoko. Franck, lui, partait se ravitailler, soit en prenant le jet privé, et vous savez que ce jet privé-là, avec ma chaîne diplomatique, on ne le regarde pas. Il partait se ravitailler. Et il revenait avec ça au Cameroun. Et j'avais d'ailleurs déterminé comment est-ce que le réseau fonctionnait, puisque même le musicien qui était mort était juste aussi un passeur. C'est-à-dire que le grand musicien ivoirien, DJ Arafat. Et ce n'est même pas moi qui étais le premier à le dire. C'était ces journalistes canadiens à qui Ahmed Bakayoko disait qu'il va porter plainte. Sauf qu'il n'a jamais porté plainte. Parce que déjà en 2020, on avait saisi 450 kilogrammes. Or, quand Ahmed Bakayoko voulait dire aussi devenir président, c'est là où Ouattara, qui savait ce qui se passait, et surtout qu'il a été alerté par la DEA, c'est-à-dire que l'agence contre les stupéfiants, l'agence américaine contre les stupéfiants, eh bien, Ouattara a demandé qu'ils enquêtent et qu'ils fassent qu'ils tombent, d'autant plus que Ouattara devait aller vers le 3e mandat. C'est comme ça que Ahmed Bakayoko est presque tombé, sauf qu'entre-temps, parce que Téné et Biarima Ouattara, vous savez, son nom est très compliqué. On l'appelle souvent photocopie, le petit frère de Ouattara. Il a été nommé au niveau du renseignement.
il avait déjà tous ces noms. Que ce soit Ali Bongo, que ce soit Théodoro Obiang-Nguema, Franck Biya. Voilà le réseau. Et puis le petit Noureddine est venu s'ajouter après. Il est donc devenu aujourd'hui leur homme lige. Et lorsque cette cocaïne arrive, les pays qui n'ont pas de mer, c'est donc acheminé, que ce soit par exemple vers le Tchad, c'est comme ça que ça passe dans toute la sous-région. Vous savez ce que ça va devenir? Avec cette enquête, puisque les Américains sont déjà aussi au courant, ils savaient déjà, mais là, il y a des documents qui ont été saisis, des connaissements, et puis le gars est passé aux aveux avec tout cet argent-là parce que c'est des gars qui ils apprêtent ce que l'on appelle un magot de guerre avec l'argent de la cocaïne. Et comme c'est les fils d'eux, ils sont hyper protégés et ils se disent que après leur père, c'est eux. Ce qui se passe au Gabon devrait donc maintenant mettre fin aux ambitions des franquistes. Les franquistes, c'est terminé pour vous. C'est terminé, abandonné. Même les banderoles là, demandez à Franck lui-même d'aller retirer ça. Il ne sera pas président. Parce que Noureddine l'a déjà vendu, l'a déjà trahi, l'a déjà livré. Mais vous ne faites plus les réunions, pourquoi? Les franquistes, vous ne faites plus les réunions, pourquoi? Moi, je connais toutes les réunions que vous faites souvent dans vos forats là. Je connais. Mais depuis là, vous vous taisez. Parce que vous savez que Franck a été pris au Gabon. Et c'est un plan qui se faisait depuis. Parce que Biya, très malin, savait qu'il ne va pas beaucoup exposer Franck. Il a fait de lui juste ce qu'on appelle son conseiller. Et regardez aussi Bongo, même s'il a mis son fils coordinateur général, il a aussi fait dernièrement de son fils conseiller. Et il s'est mis aussi à contrôler certaines personnalités. Pour avoir accès à Ali Bongo, c'était uniquement celui qu'on appelle Noureddine Bongo, ou son épouse, donc sa maman. Et bien sûr que, ayant établi ces réseaux-là, il y avait un homme qui était aussi presque notre cerveau. Le réseau du Gabon a été construit par Mbonda Yolo. Mbonda Yolo a été nommé ambassadeur du Gabon un an avant la mort d'Omar Bongo. On savait que Omar Bongo est très très malade et qu'il allait passer. Le diagnostic était clair. Biya était au courant. Et c'est là où il choisit Mbonda Yolo qui n'était pas diplomate. Mbonda Yolo n'a jamais été diplomate. Il le nomme au Gabon. C'est Mbonda Yolo qui va préparer la succession de celui qu'on appelle Ali Bongo. C'est Mbonda Yolo qui va faire que le BIM aille intervenir au Gabon. Juste en faisant des câbles à son oncle Paul Biya pour que cela se fasse, sachant que Franck, ou lui-même peut-être, finira aussi par avoir le soutien de toute la communauté des États de l'Afrique centrale. Et comme le Cameroun en est le poumon, il fallait bien évidemment aussi aller prendre le Gabon, qui est le poumon, le cœur du réseau de la Centrafrique. Mbonda Yolo était en même temps ambassadeur de Sao Tomé et Principe. Et c'est en ce temps-là que non seulement les trafics ont commencé entre le Gabon et le Cameroun, mais surtout aussi, c'est là où il a commencé à fixer, à mettre le vrai rouleau compresseur. Le BIR a aidé.
Et même avant qu'il ne vienne à Paris, il a encore tout organisé pour l'élection avant d'être nommé ambassadeur à Paris. Il a fait 8 ans au Gabon. Et depuis un certain temps, je vous disais que les Gabonais avaient pratiquement squatté le Mont Fébé aux frais du contribuable camerounais, c'est-à-dire que c'est Mbonda qui payait ces hôtels-là. Et parmi lesquels, quelqu'un qui devait aussi être dans l'équipe de Franck, qui est dans l'équipe de Franck, et dans l'équipe de Noureddine, mais qu'on ne voyait plus. On l'appelle Mbirazé. Mbirazé, je vous avais dit qu'il était au Hilton. Il mangeait aux frais du contribuable camerounais. Il faisait tout aux frais du contribuable camerounais. Il avait été consul du Gabon, vice-consul du Gabon, je crois, au Liban et en Angola. Entendez les endroits hein, là où il a été. Puis, Mbonda Yolo a fait qu'il vienne au Cameroun pour s'occuper de lui. Ils ont fait tous les plans de la succession au gré à gré. Et c'est comme ça qu'ils recrutent aussi des mercenaires. C'est comme ça qu'ils placent de l'argent. Si vous entrez dans les chambres fortes de Mbonda Yolo, l'argent que vous avez vu là, au Gabon, Mbonda Yolo a ça au moins 3000 fois, lui seul. Il a ça au moins 3000 fois, lui seul. Ce que vous avez vu au Gabon là n'est rien. Et pour encore fructifier, avec ce trafic de stupéfiants, de cocaïne, partout en Afrique maintenant, parce que Ahmed Bakayoko étant mort, eh bien, le réseau maintenant appartient au chef, qui est maintenant le maître Frambia. Vous regardez même comment est-ce que elle et sa soeur, Brenda, vous voyez comment elle est toujours dans les vaps, Parce que ce n'est que ça qui au palais. Mais à lui-même, on lui donne maintenant pour qu'il puisse se tenir. Un pays de narcotrafiquants. Vous avez suivi ce que les militaires ont dit. Et puis, il y a un autre dangereux là, qui est aussi dans le gant. On l'appelle Ngwa Nnem, pasteur. Il avait été, en 2016, ministre des télécommunications, de l'économie téléphonique, quelque chose comme ça. Voilà. Et économie plutôt numérique et des postes. Il fait partie de ce réseau franc qui, comme je vous ai dit, ils se sont dit, par solidarité, je viens, je vais t'aider, toi aussi, tu vas m'aider, mais il nous faut beaucoup d'argent. Regardez ce qu'ils ont déjà accumulé. Mais ils se rendent compte que quand on vous vole tout simplement dans les caisses de l'État, là, puisque les caisses de l'État sont déjà vides là, avec la cocaïne, comme en Colombie, ils auront de l'argent fou. Ils vont acheter des armes. Ils vont nous imposer tout ce qu'ils veulent. Et les voilà. À peine le coup d'État fait, ils sont déjà au Cameroun. Plein sont au Cameroun. Vous vous rendez compte? On a dit qu'on ferme les frontières. Comment ces gens ont fait pour entrer? Comment ces Gabonais du clan de Franc, les narcotrafiquants, ont fait pour être au Gabon? N'oubliez pas que c'est toujours Mbonda Yolo qui avait déjà fait entrer aussi un opposant gabonais qui par la suite a été empoisonné ici, au banc, qui était en train de menacer Bongo. Et puis, on l'a tout simplement empoisonné. Mbonda Yolo doit nous dire comment il a fait pour être empoisonné et comment on a fait avec lui au niveau du CHU. Ces gens ne s'amusent pas. Quand on vous parle du gré à gré,
Ils ont calculé des choses, y compris l'inimaginable. Mais également, comme d'habitude, ces gens profitent du fait que leur père soit déjà fatigué, ne puisse plus contrôler quelque chose, mais aussi ils bénéficient de la complicité soit de leur maman, adoptive, soit de leur maman naturelle. Et c'est là où justement nous allons voir l'importance et le jeu de Chantal Biya auprès de Paul Biya, qui risque aussi de finir de la même façon que Omar Bongo, qui s'est laissé aussi entraîner par son épouse Sylvia Bongo.